Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité, c'est le problème de ce qu'on appelle l'acculturation, le champ des cultures. C'est un problème qui est récurrent dans l'histoire de l'humanité, effectivement parce que les populations ne vivent pas en vase clos, parce qu'il y a des migrations, parce qu'il y a des conquêtes. Et par conséquent, ce phénomène, on le retrouve depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Je n'en donnerai que quelques exemples. Dans la préhistoire, le phénomène de néolithisation que nous avons étudié ensemble au début de cette année-ci. Vous vous souvenez peut-être que l'agriculture et l'élevage, quand je dis peut-être, c'est même certainement, que l'agriculture et l'élevage sont inventés au Proche-Orient il y a près de 12 000 ans, 11 000 ans, disons, et que ce phénomène va s'étendre à l'ouest pour finalement occuper la plus grande partie, en tout cas, de l'Europe que nous connaissons, je ne parle pas de la Scandinavie, en tout cas vers 3000 avant Jésus-Christ. Ça, c'est un phénomène d'acculturation. On passe d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous allons étudier aujourd'hui le phénomène de l'hellénisation de Rome au IIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je n'en dis encore rien puisque ce sera le sujet de la leçon. Plus tard, il y aura ce qu'on appelle traditionnellement dans les manuels les grandes invasions germaniques, qui sont toutes sauf des grandes invasions, sauf peut-être pour le 5e siècle, ce sont essentiellement des migrations. Là, il y a choc entre la culture des Gallo-Romains pour nos régions et d'autre part la culture germanique. Au Moyen-Âge, il y a également le phénomène de sinisation, c'est-à-dire l'influence de la culture chinoise sur la culture japonaise à partir du 7e siècle. Ce phénomène de sinisation, on va le trouver également au Vietnam, par exemple, ou en Corée. Il y a le phénomène de l'indianisation de l'Asie du Sud-Est, via l'hindouisme et le bouddhisme, jusqu'en Indonésie. Au XVIe siècle, il y a le phénomène de l'hispanisation des Amériques. Pensez quel choc de culture ça a pu être pour les Amérindiens qui vivaient donc aux Amériques lorsqu'ils ont vu arriver les conquistadors qui, par la force, par le fer, ont imposé leur langue, ont imposé également leur religion. L'évangélisation est un des plus grands phénomènes d'acculturation. Et alors, j'arriverai tout de suite à notre époque, pour ne pas faire un long catalogue des phénomènes d'acculturation, à notre époque, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le phénomène de l'américanisation du monde, en particulier en Europe, mais pas seulement, hein, c'est un phénomène mondial. Je vous en ai déjà parlé, la culture américaine a été importée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale via les chars, si je puis dire, américains, avec le débarquement, lorsque les films américains vont se répandre dans les cinémas de nos régions, en France, en Angleterre, bien entendu, en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. Et lorsque des usages, des types d'alimentation vont s'imposer dans nos régions. Donc vous avez bien compris ce que c'est qu'un phénomène d'acculturation. C'est un phénomène où une culture va s'imposer par la voie militaire, par la voie économique, tout simplement parce qu'elle est supérieure à une autre. Et ce qui est intéressant dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que Rome, qui va dominer militairement, politiquement et même économiquement la Méditerranée, va subir l'influence, et plus que l'influence, d'une culture qui va rester dominante, même si on va voir qu'il y aura de l'éclectisme dans la civilisation romaine,
hein, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc là, c'est un phénomène encore particulier, encore plus particulier, puisque c'est une société, une civilisation dominante sur le plan politique, militaire, économique, qui va se faire dominer, si vous voulez, ou influencer, c'est le moins qu'on puisse dire, par la culture hellénique. C'est ce phénomène que je me propose d'étudier avec vous maintenant. Voilà pour l'introduction. Alors, on va passer maintenant au développement du sujet, comme d'habitude. Développement du sujet, et on va voir dans un premier temps, parce que je me propose de suivre un plan qui est à la fois chronologique et thématique, qui combine les deux, si vous voulez. Dans ce plan, il y aura 3 parties, qui n'est pas très original. Une première partie où je vais essayer de voir quelles sont les caractéristiques de cette hellénisation au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, nous allons voir quels sont les conflits entre l'hellénisme et la romanité, entre les partisans de l'une et de l'autre culture, et comment ces contacts vont évoluer, parce qu'il n'y eut pas évidemment que de conflits, il y eut également adaptation, intégration de la culture hellénique à Rome. Et enfin, troisième partie, on va voir qu'à l'époque de l'impérialisme romain au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, quels sont les modèles politiques qui viennent de l'Orient hellénistique, comment ils sont assimilés, intégrés par la classe politique romaine, et on va voir également, comment dirais-je, sur le plan culturel, sur le plan architectural, sur le plan intellectuel, comment la culture hellénique se propage donc à Rome. Voilà les 3 parties. Vous avez bien suivi, première partie, début du 1er siècle, du 2e siècle avant Jésus-Christ, deuxième partie, le 2e siècle avant Jésus-Christ lui-même, et la troisième partie, le 1er siècle avant notre ère. Je commence donc par la première partie, celle qui concerne le début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'ai repris sur une ligne du temps quelques éléments qui vont permettre de vous situer chronologiquement. Nous disons évidemment cette ligne du temps du bas vers le haut, puisque nous partons de 200 avant Jésus-Christ jusqu'au début de notre ère. Alors, j'ai fait 2 colonnes ici. Dans la colonne de gauche, vous avez les faits d'ordre politique et militaire. Dans la colonne de droite, vous avez les faits d'ordre culturel et les principaux penseurs romains. Les écrivains en particulier, plus quelques réalisations artistiques. Vous voyez qu'ici, j'ai indiqué en blanc le nom de personnages politiques de premier plan, avec à côté du nom, chaque fois, la date de leur mort. En rouge, les faits militaires ou les faits liés à une annexion de Rome. Plus en outre le cas de Délos, qui est un cas particulier sur lequel je reviendrai. À droite, vous avez donc en bleu la date de décès des penseurs ou des écrivains suivis de leur nom, et en vert, à 3 reprises, le nom d'événements culturels sur lesquels je vais revenir. Voilà. Le tout étant destiné à vous éclairer et à distinguer des faits culturels, des faits politiques, et à l'intérieur de ces 2 catégories, les personnages des événements eux-mêmes. Alors, regardez bien cette ligne du temps. Nous partons en fait de 200 avant Jésus-Christ. Vous avez en face de cette date la référence aux dates de la Deuxième Guerre macédonienne. Il faut savoir que Rome a été en conflit avec la Macédoine, qui
qui était un royaume hellénistique dont j'ai eu l'occasion de vous parler il y a déjà quelques semaines. La Macédoine, c'est ce royaume qui se trouve dans le nord de la Grèce actuelle. En 197 avant Jésus-Christ, le roi de Macédoine, qui s'appelle Philippe V, est battu à la bataille de Cynocéphale. Le général romain qui le bat s'appelle Flamininus. De 192 à 188, Rome mène une guerre contre non plus le roi de Macédoine, mais le roi qui se trouve à la tête du royaume séleucide, de l'empire séleucide, à savoir Antiochos III. Là aussi, les Romains l'emportent. En 168, c'était une guerre qui durait déjà depuis 3 ou 4 ans, les Romains vont battre pour la 3e fois le royaume de Macédoine, et c'est le fils de Philippe V qui s'appelle Persée qui va être battu, et définitivement cette fois, car la Macédoine va être dorénavant annexée, devenir une province de l'Empire romain. Le général romain qui bat Persée s'appelle Polémide. En 166 avant Jésus-Christ, le port de Délos, qui se trouve dans la mer Égée, eh bien ce port devient un port franc. C'est-à-dire que l'on peut acheter et vendre sans aucune difficulté, sans impôts, sans taxes. Et je vous ai expliqué lors d'une leçon antérieure que c'est devenu, entre autres, un grand marché d'esclaves, où chaque jour se vendaient des milliers d'esclaves. Ça va être important, on va le voir dans le cadre de mon cours. 146, c'est le moment où Corinthe va être pillée par les Romains. 133, c'est le moment où le royaume de Pergame, qui couvrait une bonne partie d'Asie mineure, va être légué par son roi, Attale III. Ce n'est qu'un rappel, hein, nous avons vu ça dans un cours antérieur. Et en 129 plutôt, la province d'Asie, qui était très riche, va être formée. Alors, le côté culturel, j'en parlerai plus tard. Voilà donc les faits d'ordre militaire et politique que je vous demande d'avoir en tête dans un premier temps. Alors, je vous disais que dans cette première partie, nous allons voir tout d'abord que l'Italie constitue un endroit particulièrement favorable pour le contact entre la culture hellénique et la culture romaine. Donc, autrement dit, entre l'hellénisme et la romanité. Déjà, Rome avait eu des contacts avec les colonies grecques depuis plus de 2 siècles. En plus, les colonies grecques du sud de l'Italie avaient été conquises par les Romains. Le sud de l'Italie, c'est ce qu'on appelle la Grande Grèce. C'est une région occupée par les Grecs, profondément hellénisée. Mais l'Italie centrale, c'est-à-dire en gros la Campanie, le Latium, même l'Étrurie, sont des régions où là aussi l'hellénisation était déjà présente dès le IIIe siècle. Donc, les contacts vont se faire à ce moment-là entre la culture grecque et la culture romaine, sur le plan religieux, tout d'abord. Un certain nombre de dieux grecs sont assimilés, ou en tout cas identifiés par les Romains à certains d'entre eux. Parmi ceux qui sont
accepté et assimilé, il y a entre autres le dieu de la médecine, Esculape, Asclépios. Il y a également Apollon Medicus, donc Apollon le médecin. Alors, on va voir maintenant quelles sont les différentes formes. Il ne faut pas oublier aussi que pour les Grecs, Rome était une cité hellénique. N'oubliez pas que dans l'histoire de Rome, Romulus et Rémus ne sont rien d'autre que des descendants d'Énée, qui est un héros troyen, le fameux héros dont on parle déjà dans l'Iliade d'Homère. Alors maintenant, quelle forme cette influence de l'hellénisme ont été prises par les Romains? Alors, il y a tout d'abord, sur le plan politique, les Romains ont l'occasion, dans leur contact avec l'Orient hellénistique, déjà avant les conquêtes, mais surtout aux dates que je vous ai indiquées, vous avez vu donc au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait eu la deuxième guerre de Macédoine, et il y avait eu également les guerres contre les Séleucides, contre Antiochos III. Eh bien, les Romains voient qu'il existe plusieurs types d'États. Chez les Grecs, il y a la cité grecque, il y a des royaumes, les fameux royaumes hellénistiques, et il y a aussi des fédérations de cités. Autrement dit, les Romains sont mis en contact avec différents modèles politiques. Ça va les faire réfléchir. Sur le plan social également, les Romains voient que dans les royaumes hellénistiques, les Grecs vivent au contact de populations indigènes. Je veux dire par là des Égyptiens, des Syriens, des Mésopotamiens, des Anatoliens. Ça va évidemment leur servir d'expérience lorsque eux-mêmes vont conquérir leur territoire et vont par conséquent devoir se positionner par rapport à toutes ces sociétés étrangères à Rome. Je vous ai déjà parlé de l'aspect religieux, mais il faut savoir que les Romains voient que dans les royaumes hellénistiques, on trouve des dieux comme Sérapis, comme Cybèle, qui sont acceptés par les Grecs alors qu'ils viennent soit d'Anatolie, soit d'Égypte. Là aussi, ça va les faire réfléchir. Plus tard, à l'époque de l'Empire, et donc en dehors du cadre chronologique dans lequel moi je me situe, on va construire un panthéon, c'est-à-dire un temple qui va accueillir tous les dieux des peuples conquis par Rome. Ce qui suppose donc plus que de la tolérance. Mais là, je m'éloigne un petit peu de la période que j'étudie ici, qui sont les 2 siècles avant Jésus-Christ. On va voir maintenant, après avoir considéré le cadre dans lequel on se trouve, voir un petit peu maintenant comment les choses vont évoluer par la suite. Au IIe siècle, dans le courant maintenant du plein, c'est en plein dans le IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains sont mis en contact avec la culture grecque par 2 moyens principaux via la guerre. Nous l'avons vu, les conflits sont violents contre les empires hellénistiques
en particulier au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. La guerre va conduire d'une part à, comment dirais-je, l'acquisition de butin très important, en particulier sur le plan métallique, mais pas seulement. Les Romains vont être mis en contact avec l'art grec à ce moment-là, puisque des statues grecques vont être, ou des objets des royaumes hellénistiques vont arriver à Rome. Les Romains vont être frappés en 194, donc 3 ans après la bataille de Cynocéphale, où Philippe V avait été battu, vont être frappés par la richesse du butin qui suit Flamininus lors de son cortège triomphal à Rome. Ils vont voir toutes les richesses de cet Orient hellénistique. Mais il y a aussi l'arrivée d'esclaves. Or, ces esclaves, nous l'avons vu dans un chapitre antérieur, ces esclaves ne sont pas que des travailleurs qui sont destinés aux champs ou à travailler dans des conditions extrêmement pénibles, ou pour être artisan, éventuellement boutiquier, en tant qu'aide des propriétaires de petites boutiques ou d'ateliers d'artisanat. Un certain nombre de ces esclaves sont des artistes. Un certain nombre de ces esclaves sont aussi des intellectuels, des philosophes, des médecins. Ils vont rentrer dans la domesticité de grands propriétaires, d'hommes politiques, qu'ils vont instruire d'ailleurs, et former à la culture grecque. C'est le cas lorsque, en 168 avant Jésus-Christ, Polybe, P-O-L-Y-B-E, Polybe, arrive à Rome comme esclave. C'est un grand intellectuel et il va rédiger une histoire romaine, en fait une histoire universelle, pour utiliser ces termes, en grec, où il va expliquer les raisons de la conquête du monde méditerranéen oriental au IIe siècle avant Jésus-Christ. On va passer maintenant on va avancer un petit peu, et je crois qu'il peut être utile maintenant, je réfléchis un petit peu, de vous parler du conflit qu'opposent d'une part ceux que l'on appelle les vieux Romains, c'est-à-dire les conservateurs à Rome, et d'autre part ceux qui sont les tenants de la culture hellénique, même si les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait l'imaginer. Donc il ne faut pas être trop clivant, trop manichéen dans l'explication. Alors je commencerai tout d'abord par ceux que l'on appelle les vieux Romains. Les vieux Romains ont à leur tête un homme politique qui s'appelle Caton. Je vous montre ici où se trouve Caton. Il va intervenir pratiquement à 30 ans d'intervalle, donc entre 184, 182 et en 155, pour défendre les valeurs romaines, les vieilles valeurs romaines, et parmi celles-ci, on trouve la notion d'attachement à la terre, la notion de virilité et la notion de vertu, les deux étant d'ailleurs très proches l'une de l'autre, puisque le mot vertu vient du mot vir, qui en latin veut dire homme. Donc la vertu, c'est le courage, c'est
la force de caractère, c'est le respect également des traditions, c'est le respect aussi des ancêtres. C'est la piété, donc la notion de piété. En cela, il s'oppose à une prétendue ou une réelle mollesse, en tout cas c'est l'image qu'en ont les vieux Romains à ce moment-là, des Grecs qui vivent dans les royaumes hellénistiques. Les Grecs dont il faut se méfier parce que ce sont des gens considérés comme pervers, ce ne sont pas des gens droits. L'affaire va éclater, entre autres, au moment des bacchanales. Alors les bacchanales, ce sont des fêtes populaires qui concernent d'ailleurs plus particulièrement les femmes et les jeunes, donc des groupes qui sont marginalisés par l'idéologie masculine dominante et qui pratiquent donc des rites, des fêtes qui sont liés au culte de Bacchus Dionysos, donc le fils de Jupiter, qui est le dieu de la fête, le dieu du vin, le dieu de la vigne. Son culte vient d'ailleurs d'Inde, ou en tout cas d'Asie. En 155 avant Jésus-Christ, Caton va participer à l'expulsion des philosophes grecs de Rome. Il considère qu'ils contaminent la pureté de la romanité. Et quand les vieux Romains condamnent également la pratique de l'économie telle qu'elle est conçue par les Grecs, on voit tout de suite ici le lien qui peut être fait à des époques plus récentes entre la culture d'un pays, ses valeurs qui risquent de contaminer donc le pays dans lequel on se trouve. Pensez aujourd'hui au vieux discours du Front National en France, qui considère que la France est contaminée par l'Amérique, qu'elle est contaminée par les étrangers et qu'elle est contaminée par l'Europe, que tout est décidé à Bruxelles et par conséquent les Français ne seront plus chez eux en France, puisque tout est décidé à l'étranger. Donc vous voyez que ces vieux Romains, ce qu'on appelle les vieux Romains, donc ces conservateurs, sont opposés à toute forme de nouveauté et craignent une véritable contamination. Donc on peut dire que ce sont des patriotes, mais des patriotes au sens de nationalistes, hyper-nationalistes. Je me souviens, il y a peut-être une quinzaine d'années de cela, je crois, lorsqu'un dirigeant de l'UMP, donc le parti de Sarkozy, enfin ça ne s'appelait pas encore l'UMP, je crois à l'époque c'était encore le RPR, c'était le RPR, le Rassemblement pour la République. Donc, un des dirigeants de ce parti, qui s'appelait Philippe Séguin, eh bien, avait condamné à la télévision, je m'en souviens encore très bien, Halloween. Il avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fête qui vient des pays anglo-saxons et qui est en train de polluer nos fêtes à nous, que sont Noël, la Toussaint, etc. Et la Toussaint passait derrière Halloween. Parce que la Toussaint, comment c'est une fête, est-ce qu'on fait tous les saints, elle est quand même liée au lendemain de la Toussaint, c'est-à-dire le jour des morts, donc c'est plutôt une période triste. Tandis qu'Halloween, à ses yeux, c'était une culture étrangère, on peut dire païenne, parce qu'Halloween c'est assez païen, comme vous savez, ça n'a rien de chrétien, en disant, mais voilà, avec l'arrivée d'Halloween, très clairement pour des raisons commerciales, on est tout à fait d'accord, vous savez que le moment des fêtes est un moment qui a des origines religieuses, mais qui est utilisé commercialement, c'est le moment où les commerçants font leur plus gros chiffre d'affaires pendant l'année. Eh bien, Halloween, c'était quelque chose qui était considéré comme une menace. Or, c'était complètement stupide comme argument, je vous dis tout de suite. Par contre, on l'utilise pour des raisons commerciales, ça n'y a aucun doute, on est bien d'accord que toutes ces fêtes, c'est fait pour tirer de l'argent chez le client.
Mais Halloween a des origines celtiques, et que je sache, les Celtes, les Irlandais, etc., ça vient quand même d'Europe. Et ce sont eux, je veux dire, c'est pas né aux États-Unis, toutes ces fêtes-là, ça a des origines celtiques. Donc vous voyez que ces arguments sont là, sont des arguments de type idéologique qui servent à nourrir un discours que l'on peut comprendre d'ailleurs, et qui est légitime, hein, pourquoi pas, mais qui cherche à défendre la pureté culturelle. D'ailleurs, la pureté culturelle, il y a souvent des intentions, pas chez Philippe Segal, mais qui sont parfois dangereuses, parce que c'est réutilisé par d'autres, et puis à un moment donné, on s'enferme sur soi-même et on aboutit à des régimes d'extrême droite dont le XXe siècle a hélas été gâté au sens négatif du terme. Voilà. Alors, en face donc des vieux Romains, vous avez ceux qui sont partisans, au contraire, de la culture nouvelle, c'est-à-dire les partisans de l'hellénisme. Et parmi ces partisans de l'hellénisme, on trouve des membres de la famille de ceux qui sont à l'origine, enfin pas à l'origine, mais qui sont à l'origine des victoires, oui, contre les royaumes hellénistiques. On trouve en particulier Paul-Émile, que j'ai cité ici, le vainqueur de Pydna contre Persée. Paul-Émile. Vous voyez? On trouve également, parce qu'il appartient à la même famille, les Scipions. Les Scipions, hein, qui ont déjà, il y a eu un autre Paul-Émile d'ailleurs, hein, de la même famille, qui s'est battu contre Carthage. Il y a eu Scipion, ça s'écrit S-C-I-P-I-O-N, parce que je vous vois un petit peu dubitatif. Donc S-C-I-P-I-O-N. Il y a eu plusieurs Scipions, hein, c'est une très grande famille de Rome, hein, une grande famille aristocratique très riche. Hein. Eh bien, eux, ces gens-là, ils trouvent cette culture hellénique très intéressante. Ils voient en quoi la culture grecque est supérieure à la culture romaine, sur bien des points. Et ils vont se construire des bâtiments inspirés par les palais des royaumes hellénistiques. Ils vont s'entourer également d'intellectuels, de philosophes grecs. Mais je vous ai dit qu'en 155 avant Jésus-Christ, les philosophes grecs sont chassés des vieux romains. Et à la tête de ces vieux romains, il y a toujours ce fameux Caton dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, en finale, pour le IIe siècle avant Jésus-Christ, peut-on dire que l'un des deux partis a gagné, soit les vieux romains, soit les partisans de l'hellénisme? On pourrait faire une comparaison aussi à notre époque en disant, finalement, vous savez, il y a des tas de gens qui sont partisans de la culture américaine, et d'autres qui disent, mais nous, on est en train de perdre notre âme, la vieille Europe, et pour des motifs qui sont parfois légitimes, hein, parce que c'est vrai que la culture américaine a des aspects très intéressants, ce serait stupide de la rejeter en bloc, mais il suffit de regarder la télévision, de regarder un certain nombre de clips, etc. On voit que derrière tout ça, il y a quand même le problème de l'argent, enfin c'est pas un problème, c'est plutôt l'objectif de l'argent, du profit, et que parfois on produit des tas de choses qui culturellement n'ont pas grande valeur, mais simplement parce qu'on essaie d'orienter la consommation culturelle, entre guillemets, des gens pour acheter. Donc on se met à leur niveau de plus en plus bas, parfois pour que ce soit accessible au plus grand nombre, tout ça dans un but purement commercial. Vous savez, on appelle ça entre autres la culture underground, ben oui, qui existe d'ailleurs indépendamment des Américains chez nous, en France par exemple. Hein. Mais donc ça pose un problème de ce choc des cultures. Alors si on doit faire la synthèse pour le IIe siècle avant Jésus-Christ, on peut dire que les solutions adoptées finalement sont assez éclectiques. Donc effectivement, l'hellénisme progresse, il va supplanter en tout cas le clan des vieux Romains, mais quand je dis qu'il progresse, ça ne veut pas dire qu'il va dominer absolument. Il va y avoir des compromis qui vont être faits, par exemple dans le domaine de l'architecture. Et nous arrivons enfin
à la troisième partie de mon exposé du développement, donc, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le 1er siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, à cette époque, un certain nombre de modèles que nous avons déjà rencontrés dans le monde hellénistique vont devenir des mœurs, si je puis dire. Des grands personnages, des aristocrates d'ailleurs, pour justifier leur pouvoir, font remonter leur généalogie jusque dans le monde grec. C'est le cas de César, et souvenez-vous que je vous ai dit que César, c'est en fait son surnom, et que Jules, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Caius. Caius, Iulius, Caesar. Et Iulius, c'est donc son nom de famille, son nomen. Eh bien, Jules, qui était Jules? Eh bien, en fait, Jules, c'est le fils d'Énée. Énée est parti de Troie en flammes, hein, nous raconte Homère, portant sur son dos son vieux père Anchise et ayant à sa main son fils Jules. Donc Jules César prétend descendre d'Énée, et donc de Romulus et Rémus, enfin de Romulus en tout cas, le fondateur de Rome, d'après la légende, en 753 avant Jésus-Christ. Pompée fait la même chose. Pompée et César se donnent des titres qui renvoient aux titres que se donnent les monarques hellénistiques. L'un et l'autre renvoient à Vénus, par exemple, ou à Mars. Mais en tant que Dieu identifié à des dieux ou à des déesses romains. Alors, sur le plan culturel maintenant, l'hellénisme progresse. Considérons d'abord l'architecture. Il y avait eu des conflits au IIe siècle avant notre ère, en particulier lorsqu'il s'était agi de construire un théâtre à Rome. Pendant une trentaine d'années, un peu avant 100, 110 à 70 avant Jésus-Christ, on construit l'hôtel de Domitius Aerobarbus. En fait, cet hôtel est un compromis entre, d'une part, un type de monument que l'on trouve dans les royaumes hellénistiques, mais destiné à mettre en évidence le pouvoir romain. Donc là, on voit comment le pouvoir romain se sert de modèles hellénistiques pour se légitimer. Alors, un événement important est évidemment en 55, la construction du premier, tenez-vous bien, du premier théâtre en pierre à Rome, c'est le théâtre de Pompée. Le théâtre de Pompée. Vous pensez, on a attendu 55 avant Jésus-Christ pour construire le premier théâtre en pierre. Autrement dit, les théâtres à cette époque-là étaient des théâtres en bois, un petit peu comme le théâtre de Shakespeare, hein, à la fin du XVIe siècle, à l'époque élisabéthaine, en Angleterre. Alors que le théâtre grec, ben on en trouve déjà bien avant, hein, pensez au théâtre à Athènes, pensez au théâtre du 5e, du 4e siècle, pensez à tous les théâtres, enfin, que ce soit Épidaure, que ce soit le théâtre d'Éphèse, tous ces théâtres de l'époque classique ou de l'époque hellénistique. Il y avait beaucoup de théâtres en pierre avant. Donc,
vous voyez, eh bien ça, c'est un signe, justement, de l'installation de l'hellénisme de manière très ferme, on ne peut pas dire plus ferme que ça, puisqu'il s'agit de la pierre. Dans le domaine de la littérature et de la pensée, maintenant, là, l'hellénisme fait de gros progrès. Dans le domaine de la philosophie, on trouve, déjà depuis le IIe siècle d'ailleurs, des philosophes stoïciens, des philosophes de tradition épicurienne. Le stoïcisme et l'épicurisme étant des écoles philosophiques qui sont nées aux environs de 300 avant notre ère. Alors le plus grand des penseurs, des écrivains, et d'ailleurs ce fut un grand homme politique également, du 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, c'est bien sûr Cicéron. Cicéron meurt en 43 avant Jésus-Christ. Cicéron. Cicéron, je vous ai dit, c'est un homme politique qui va avoir un rôle très important. Il était consul en particulier, il a un rôle très important. Cicéron est un parfait bilingue. Il parle parfaitement le grec. Il est pétri de culture grecque. Il a lu les philosophes, il a lu les écrivains. C'est un grand homme sur le plan, c'est un grand intellectuel. Et Cicéron considère que sur le plan de l'écriture, de la littérature, la culture grecque dépasse bien évidemment la culture romaine. C'est à cette époque-là que la rhétorique, donc l'art oratoire, que la poésie, que la prose vont être de plus en plus influencées par le modèle hellénique. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ, surtout au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait un certain nombre d'écrivains proprement romains, comme Plaute, comme Terence, je vous en ai déjà parlé dans un cours antérieur, lorsque nous avons travaillé sur l'esclavage au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a également Ennius, il y a également Lucilius, mais retenez au moins le nom de Plaute et de Terence. Plaute, ça s'écrit P-L-A-U-T-E, et Terence, T-E, accent aigu, R-E-N-C-E. Ennius, E-2-N-I-U-S. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, deux personnages vont considérer qu'il faut évaluer systématiquement la culture grecque et la culture romaine en les comparant. Il s'agit de deux personnages qui décèdent d'ailleurs à la même date, à savoir Cornelius Nepos et d'autre part Varron, qui avait été le bibliothécaire de César. N'oubliez pas qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, après les guerres contre la Macédoine, après les guerres contre Antiochus III, il y a les guerres menées par Sylla et par Pompée contre Mithridate, qui était roi du Pont, c'est également un roi hellénistique. Le Pont, le royaume du Pont, c'est un royaume qui se trouvait sur la côte méridionale de la mer Noire, donc au-dessus de la province romaine d'Asie à ce moment-là, et qui avait des velléités de conquérir, en tout cas, le Proche-Orient, en tout cas l'Asie. Enfin, l'Asie au sens ancien du terme, hein, bien entendu. Ces guerres avaient été remportées, donc, je vous l'ai dit, par Sylla et par Pompée. Là aussi, on avait assisté à de grands triomphes. Ça avait permis
là aussi d'emporter des butins importants, et surtout, c'est, je dirais, la fin des grandes conquêtes en Orient, avant, bien entendu, la bataille d'Actium en 31, avant Jésus-Christ, la bataille d'Actium en Grèce, qui va faire tomber dans l'escarcelle de Rome, définitivement cette fois, le royaume lagide d'Égypte, dirigé par, à ce moment-là, Cléopâtre. Si je fais maintenant un bilan, donc maintenant nous arrivons à la conclusion. Je ferai peut-être une petite synthèse après pour être sûr que vous ayez bien compris comment les choses ont évolué pendant 2 siècles. Conclusion de tout ceci, c'est qu'on peut dire que il ne faudrait pas imaginer que l'hellénisme a vaincu la romanité. Certes, le monde grec qui avait été vaincu par les armes par Rome, disposant de cette très riche culture sur le plan artistique, sur le plan philosophique, sur le plan littéraire, cette culture a très fortement influencé Rome, à la fois dans ses modèles politiques, dans ses modèles artistiques, dans ses modèles de pensée. Il n'y a aucun doute à cela. Toutefois, les Romains, au contact des royaumes hellénistiques, se sont interrogés sur leur identité. On a vu la réaction épidermique de Caton et des vieux conservateurs romains. Ils ne pouvaient pas accepter que Rome, qui était en train de devenir la maîtresse du monde connu à cette époque-là, du monde antique, du monde méditerranéen, puisse être dominée culturellement par une autre culture. Mais la romanité est toujours présente. Il y a un certain nombre de valeurs, d'ailleurs, qui vont, suite à cette rencontre avec l'Orient hellénistique, être remises en valeur par Octave, qui va installer le Principat, c'est-à-dire l'Empire, si vous voulez, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, à partir de 27 avant Jésus-Christ. En fait, Octave, et nous sommes tout à fait à la fin de notre période, Octave va essayer de réconcilier d'une part ces modèles hellénistiques, puisque lui-même fait référence, au moins politiquement, ou plutôt récupère le concept de royauté hellénistique, même s'il ne nous le met pas en avant, puisque la royauté était détestée à Rome depuis la chute de la royauté et l'instauration de la République en 509, avant notre ère. Mais il va essayer de restaurer, de concilier, donc d'une part, un certain nombre de modèles hellénistiques à cette romanité. C'est la raison pour laquelle, sous son règne, des poètes, des écrivains, des historiens vont mettre en place, et ce sera l'objet d'un autre chapitre, toute une idéologie impériale qui vise à légitimer le pouvoir d'Auguste en tant qu'héritier de la romanité. C'est le cas en particulier de l'historien que vous connaissez, qui s'appelle Tite-Live, qui écrit une histoire romaine et qui fait remonter, comme Virgile dans son Énéide, l'histoire romaine, donc à des racines grecques. Dans le cas de Virgile, il remonte à Énée, c'est-à-dire donc à la guerre de Troie. Dans le cas de Tite-Live, à Romulus et Rémus, c'est-à-dire à ses descendants d'Énée dans le Latium. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous ferai un petit résumé avant de vous montrer les livres pour être sûr que toutes les notions que j'ai développées avec vous aujourd'hui soient bien
n'ancré et soit bien clair dans vos notes. Alors, je vous avais, dans un premier temps, et ça me paraissait essentiel, c'était même une des raisons majeures du choix de ce sujet aujourd'hui, pas seulement parce que on le trouve dans les livres d'histoire, parfois un peu minoré par rapport à ce qu'il devrait l'être, mais je vous avais dit qu'une des raisons de ce choix, c'était essentiellement le fait que nous sommes à une époque où, d'après certains, c'était le cas de Samuel Huntington, nous serions à une époque de choc de culture, ce que je ne crois pas, personnellement, de choc des civilisations. Certains disent que c'est l'islam contre l'Occident, l'Europe qui se fait manger par les Américains, le choc des Chinois face à l'Occident. Donc c'est une époque de mondialisation. Inévitablement, les échanges sont plus importants, les rencontres sont plus importantes, et donc il y a des enjeux, des enjeux culturels, des enjeux linguistiques par conséquent. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on arrive à une langue universelle. Vous savez que tous les jours, il y a, je crois, une quinzaine de langues qui disparaissent. C'est affolant. Et donc on peut imaginer qu'à un moment donné, il n'y ait plus que quelques grandes langues, et que pour les échanges, il n'y ait plus qu'une seule langue. Par exemple l'anglais, mais enfin on peut imaginer qu'à un moment donné, les Chinois, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes plus d'1,3 milliard, ou que les Indiens, enfin en Inde on parle l'anglais comme une langue nationale, une langue officielle. Rouspètent et disent mais non, nous sommes en train de perdre notre culture dans ce cas. Donc je crois que c'est un sujet fondamental qui mérite d'être étudié. J'ai essayé de vous montrer qu'il ne faut pas trop simplifier les choses en disant il y a ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre. Je vous ai expliqué que l'éclectisme, c'est-à-dire l'absorption de la culture de l'autre, ne s'est pas faite obligatoirement au détriment de la culture initiale. Que ces contacts ont été fructueux. Je vous ai expliqué dans les 3 étapes chronologiques de mon exposé que, dans un premier temps, l'Italie constitue un endroit particulièrement propice à ces échanges culturels. Je vous ai expliqué également, dans un deuxième temps, combien les conquêtes sur l'Orient hellénistique ont amené un butin qui a une grande valeur sur le plan artistique et ont amené des esclaves parmi lesquels on trouve des intellectuels. Je vous ai expliqué qu'il y a effectivement des tensions, parfois des conflits, mais aussi des évolutions au IIe siècle entre les tenants de l'hellénisme et d'autre part les tenants de la vieille romanité, et que finalement cela débouche sur une prépondérance de l'hellénisme, mais pas à l'exclusion de la romanité. Je vous ai dit enfin qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, on trouve les premiers monuments très clairement marqués par l'hellénisme. Je vous ai parlé du théâtre de Pompée, en particulier, mais je vous ai dit qu'un personnage en particulier va jouer un rôle essentiel dans la reconnaissance de l'apport hellénique à Rome, c'est Cicéron, qui est à la fois un homme politique, un savant, un écrivain. Je vous montre maintenant quelques livres qui sont destinés à compléter votre information. Alors, tout d'abord, quelques ouvrages sur la civilisation hellénistique de Paul Petit, la civilisation hellénistique en que sais-je. Alors, avant de parler de l'hellénisation de Rome par la Grèce, ici, je vous montre un ouvrage sur l'hellénisation de l'Orient par la Grèce, l'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient par Pierre Jouquet dans la collection L'évolution de l'humanité. Alors là, c'est un chef-d'œuvre d'un grand historien que j'ai eu la chance de connaître, décédé maintenant, en italien, Arnaldo Momigliano, Sagesse barbare, les limites de l'hellénisation,
aux éditions La Découverte. Alors, de Geoffrey Lloyd, La science grecque après Aristote, j'aurais pu vous en parler également. C'est donc en fait un ouvrage qui montre, entre autres choses, l'apport des Grecs à l'époque hellénistique. Vous avez entre autres des personnages très importants dans le domaine de la philologie, dans le domaine de la physique. Pensez à Archimède, qui est tué par un soldat romain à Syracuse. Alors, sous la direction de Claude Nicolet, je vous ai apporté le tome 2 de Rome et la conquête du monde méditerranéen, la genèse d'un empire aux presses universitaires de France. Alors ça, c'est l'ouvrage de base de mon exposé. En tout cas, pour la première partie. Pierre Grimal, Le siècle des Scipions, Rome et l'hellénisme au temps des guerres puniques. Évidemment, ça concerne le IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais ça annonce évidemment tout ce qui va suivre. Alors, de Jérôme Carcopino, un grand romaniste aussi, les étapes de l'impérialisme romain chez Hachette. Alors, de John Scheidt, La religion des Romains, chez Armand Collin. Alors, de Zvi Yavets, César et son image, des limites du charisme en politique, où l'on voit effectivement, c'est aux belles lettres, on voit effectivement dans ce livre en quoi César prend entre autres ses modèles dans le monde hellénistique. Mais cet ouvrage dépasse évidemment de loin mon propos d'aujourd'hui. De Paul Venn, L'Empire gréco-romain au seuil. C'est une brique, et alors je vous conseille de lire en particulier, alors, le chapitre intitulé, j'essaie de le retrouver, ah voilà, le chapitre 4, l'identité grecque contre et avec Rome, collaboration entre guillemets et vocation supérieure. Du même Paul Venn, la société romaine au seuil. Alors là, je vous recommande le chapitre 8, une évolution du paganisme gréco-romain, injustice ou piété des dieux, leur ordre et oracle. Alors, de Paul Venn et d'autres, c'est un historien qui vit toujours, il a plus de 80 ans, il était professeur à Paris, les mystères du Gynécée. C'est à partir, c'est sur l'histoire de là, à partir de la Villa des Mystères à Pompéi. Il faut savoir que Pompéi est également, comme toute une région, toute une série de petites villes, de villégiatures dans le golfe de Naples, est l'expression justement de cette petite bourgeoisie ou de ces nouveaux riches qui se sont construits des maisons à la grecque. Alors, de Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome 3, Le souci de soi. Dans cet ouvrage, Michel Foucault montre en quoi l'importance plutôt du stoïcisme à Rome, dans l'Empire romain. Alors de Plaute, théâtre, ici j'ai apporté le tome 1, classique Garnier. Alors vous pouvez trouver les œuvres complètes de Plaute et de Terence dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade, qui est une collection très... Comment dirais-je, les commentaires sont très approfondis. Alors, Polybe, la fameuse histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, Lucrèce, ah oui, j'ai pas eu l'occasion de vous parler de Lucrèce, mais Lucrèce, en fait, c'est il est mort en 55, avant notre ère. Lucrèce est un épicurien qui écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle De la nature en français, en latin c'est De natura rerum, où il explique les origines de l'univers à partir de la théorie atomiste. Alors Cicéron, De la République des lois, alors c'est l'ouvrage qui me paraît le plus intéressant du point de vue de la philosophie politique. Pourquoi? C'est entre autres dans ce livre-là que Cicéron, qui prend comme modèle Scipion, fait référence à un rêve dans lequel il est question de la liaison, je dirais, entre Scipion et le destin que lui fixent les étoiles. C'est un rêve très très célèbre. Alors, Ovide, les Métamorphoses, alors là, c'est au début de notre ère, parce qu'il écrit ça vers 2 ou 8 après Jésus-Christ.
Alors, c'est un ouvrage qui montre vraiment dans quelle mesure l'hellénisme avait grandement pénétré à Rome, parce que la plupart de ces métamorphoses, ce sont en fait des légendes qui viennent de Grèce. Alors Marc Aurèle, alors là on est tout à fait en dehors de notre période, c'est un empereur qui vit dans la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est un stoïcien, il a écrit Les Pensées pour moi-même, et ce livre est suivi du manuel d'Épictète. Donc vous voyez que les empereurs romains eux-mêmes vont faire les philosophies grecques. Et enfin, de Plutarque, qui vit à cheval sur la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère et le début du... qui vit, excusez-moi, au 2e siècle de notre ère, il a, je dirais, c'est pour ça que je vous montre ce livre, il a, comment dirais-je, répondu à la demande de Cornelius Nepos et de Varron, post-mortem, sans l'avoir voulu évidemment. Il écrit des vies parallèles dans lesquelles on trouve systématiquement, sauf pour les dernières d'entre elles, des parallèles entre des vies de Romains illustres et de Grecs illustres. Alors je vous donne ici un exemple. Il compare dans une de ses vies Thésée et Romulus, donc un grec et un romain, puis Solon et Publicola, Thémistocle un grec et Camille un romain, Aristide un grec et Caton un romain, etc., etc. Donc vous voyez que Plutarque fait finalement le bilan, je dirais, de cette comparaison entre, d'une part, les Grecs et d'autre part les Romains, mais en prenant essentiellement donc des hommes politiques. J'ai dit.